première fois que Toyota commercialise un véhicule 100% électrique. Et pourtant, bien que ce soit le premier constructeur mondial, ils étaient précurseurs dans l'hybride depuis plus de 20 ans avec le lancement de la mythique Toyota Prius. Mais ça fait longtemps qu'on attendait que le premier constructeur mondial Toyota pointe le bout de son nez dans le segment aujourd'hui très en vogue des voitures 100% électriques. Et il commence à le faire avec cette nouvelle gamme Beyond Zero, donc au-delà de zéro en français, en inaugurant ce SUV 100% électrique, le BZ4X. Bon, vous le savez comme moi, c'est un segment qui est ultra prisé en 2023, en France mais aussi dans le reste du monde, avec les Américains et les Allemands qui veulent bien évidemment prendre la plus grosse part du gâteau. Mais Toyota compte bien changer l'ordre des choses avec ce Toyota BZ4X. Donc est-ce que pour autant il a les armes pour se hisser à la première place de ce segment ultra concurrentiel? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo et vous allez voir que la concurrence fait tellement rage qu'il est difficile de prévoir qui sera le grand vainqueur. Donc pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, intérieur, son habitat, ses technologies embarquées, son comportement routier et enfin je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à cette question. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc les amis, abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification. On est bientôt 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube, plus que 600 000 abonnés et on y sera. Et surtout, abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti! I'm up the gut, then spike. I'm on my Mark Sanchez. I'm off for butt all night. So yeah, let me get in for a minute. I'm thinking the way that the wheels were spinning. Yeah, she flooded the engine and that's that dude. Bien sûr, un des premiers critères qu'on regarde dans cette catégorie, en tout cas c'est ce que regardent les acheteurs de SUV 100% électriques, c'est son prix, donc je vous en parle directement. Surtout des tarifs en financement, puisqu'il faut savoir que le BZ4X de roue motrice origine sur 37 mois, 30 000 km, avec un premier loyer majoré de 5 800 €, entretien inclus, il sort à seulement 399 € par mois sur 37 mois. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier de l'offre, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire. C'est vraiment super important quand je mets des offres en avant comme ça, que vous remplissiez le formulaire jusqu'au bout. Je reçois souvent des messages de certains d'entre vous qui me disent qu'ils n'ont pas été rappelés. C'est tout simplement parce que le formulaire n'a pas été correctement rempli. Donc remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite vous serez rappelé. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. En haut du pare-brise, une caméra qui vous permet d'utiliser l'assistant de trajectoire, la lecture des panneaux de signalisation ainsi que les feux de route automatiques. Ensuite, le capot avec cette très large bande en plastique noir. Les deux lignes de capot qui viennent se terminer sur l'extrémité de celui-ci avec un design en forme de requin-marteau. C'était un petit peu le cas sur la Yaris Cross. On retrouvait ce design très vertical et haut perché. Sauf que sur la Yaris Cross, je ne trouvais pas ça très sexy. Et sur celle-ci, je trouve que ça lui va assez bien. En tout cas, je trouve que l'avant, bon, c'est assez subjectif. Je vous en avais parlé dans mon essai de son concurrent, le Tesla Model Y. J'aime pas du tout l'avant du Model Y. Autant celui-là, je trouve que les lignes, pour le coup, sont assez réussies pour un SUV à 100% électrique. C'est pas ma catégorie de voiture préférée, mais je dois avouer que le design est plutôt harmonieux. À l'extrémité du capot, relié par ce très large bandeau noir qui inclut la caméra à l'avant. D'ailleurs, la caméra est un petit peu déportée par rapport au centre où il y a le logo, c'est assez drôle. On retrouve des projecteurs full LED avec des feux de route à triple projecteur adaptatif de série qui sont assez fins et horizontaux. Ça lui va bien, ça donne vraiment le bon regard à la voiture et ça me fait penser un petit peu, vous savez, dans l'essai de la Bugatti Chiron Super Sport, il y avait 4 projecteurs hexagonaux. Et ça me fait un petit peu penser à ça, on a un peu le même regard qu'une Bugatti Chiron. Ensuite on retrouve beaucoup d'éléments en plastique noir et en noir laqué sur le bas du bouclier, ainsi que des écopes latérales qui ne sont pas factices pour le coup, qui ont un véritable intérêt au niveau de la circulation du flux d'air. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on aime ou on n'aime pas cet avant assez disruptif, mais il a le mérite de se démarquer de beaucoup de ses concurrents, qui souvent ont un design, selon moi, un petit peu trop proche. Là, au moins, on retrouve un caractère qui est bien propre à cette nouvelle gamme Beyond Zero. De série, on a des jantes 18 pouces, les Sequoia, des arches de roue assez proéminents dans le prolongement du bouclier avant, en plastique noir, tout comme les jupes latérales qui, elles aussi, sont en plastique noir. Une ceinture de caisse qui est au-dessus des poignées de porte,
avec une double ceinture au niveau de la portière arrière avec ces deux lignes. Ça surélève visuellement le centre de gravité de la voiture et lui donne ce côté SUV assez musclé. Coque de rétroviseur en noir brillant, les rétroviseurs ils sont électriques, dégivrants, rabattables électriquement, avec rappel de clignotant, la caméra juste ici qui vous permet d'utiliser ce système de caméra à 360 degrés. Vitres arrière et lunettes arrière surteintées, entourage des vitres en noir, barre de toit en noir brillant, avec cette vitre de custode qui fait le rappel avec le noir brillant des barres de toit. Empattement 2,85 m. Il y a 6 teintes de carrosserie qui sont proposées, dont ce gris platine qui est facturé 700 €. Et il faut savoir que le nouveau BZ4X il repose sur la nouvelle plateforme ETNGA qui a été développée conjointement avec Subaru pour le Solterra. L'accès à la trappe se fait à l'avant gauche du véhicule. Bon, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a marqué électrique. Pour le coup, là, ça va être assez simple. Il faut savoir que le BZ4X embarque une batterie d'une capacité de 71,4 kWh. Avec une capacité de recharge, ça c'est très important, notamment lorsque vous utilisez des bornes de recharge rapide, de 150 kW. Donc en gros, vous allez mettre sur une prise domestique environ 39 heures pour vous recharger, et sur une borne de recharge rapide environ une trentaine de minutes. Je vous ai d'ailleurs montré ça à pas mal de reprises sur des essais longue distance. La capacité de recharge, c'est quelque chose de très important, puisque lorsque cette capacité de recharge est inférieure à 100 kW, vous allez souvent mettre quasi 1 heure à recharger votre batterie, alors qu'avec 150 kW, une trentaine de minutes vous permettront de réaliser environ 300 km sans aucun souci. Donc pour ceux qui sont des gros rouleurs, ce sera envisageable avec une bonne capacité de recharge de faire des trajets de 1000 km, et je vous l'avais d'ailleurs prouvé à plusieurs reprises en traversant toute la France. Il faut savoir aussi que Toyota annonce que la capacité de la batterie sera conservée à hauteur de 70% dans 10 ans. Et d'ailleurs, la voiture est garantie 8 ans ou 160 000 km. Et d'ailleurs, Toyota précise qu'avec une garantie étendue et un bilan de santé annuel, la garantie peut être poussée jusqu'à 10 ans et 1 million de kilomètres. Autre point aussi, vous avez le Toyota Charging Network qui est proposé. Donc là, vous aurez accès à plus de 500 000 bornes de recharge en Europe et plus de 88 000 bornes en France. Sur la partie arrière, antenne requin, juste à côté, ce béquet arrière en forme de U, qui est assez joli, je trouve, atypique, avec ces deux formes aux extrémités, qui surplombent la lunette arrière, qui est surteintée, tout comme les vitres arrière du véhicule. On a en noir brillant ce petit béquet, juste sur la partie supérieure du haillon, juste en dessous ce très large bandeau lumineux qui relie les feux arrière full LED, et qui crée une forme de X, vous pouvez voir, de cette manière. Une chose que j'aime pas, alors autant j'aime bien l'avant du véhicule, j'aime pas la partie basse du bouclier arrière, avec un diffuseur en plastique noir qui est assez proéminent, peut-être un petit peu trop selon moi, mais après bon, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et il faut savoir que vous pouvez en option ajouter un attelage qui vous permettra de tracter 750 kg en non freiné. Dans le coffre, dans cette configuration, vous avez pas moins de 452 litres, avec un cache-bagage juste ici, qui se déploie assez facilement. On a aussi sous le plancher du coffre un espace de rangement pour vos câbles de recharge notamment. Il est assez spacieux, vous pourrez facilement mettre une grosse valise avec plusieurs sacs, et la banquette arrière est aussi rabattable, et vous avez un éclairage juste ici pour éclairer le contenant de votre coffre. Et bien sûr, l'ouverture et la fermeture sont électriques de série. Sur ses dimensions, il est moins massif que le Tesla Model Y, désolé de le comparer au Model Y, mais c'est le modèle phare du moment, et forcément vous allez me poser la question, c'est pour ça qu'il a un look plus racé. Longueur 4,69 m, largeur 1,86 m, hauteur 1,65 m, et sur son poids, ça aussi c'est la bonne nouvelle, 1970 kg à vide sur la balance en 2 roues motrices et 2060 kg en 4 roues motrices. Pour votre information, il faut savoir que la majeure partie des SUV 100% électriques de cette catégorie dépasse les 2 tonnes à vide. Donc là, on est en dessous des 2 tonnes pour le 2 roues motrices, c'est plutôt une bonne nouvelle. 2 motorisations 100% électriques synchrones à aimant permanent qui sont disponibles. Alors j'ouvre le capot avant, puisque c'est ce que j'ai l'habitude de faire sur des voitures thermiques. Une motorisation 2 roues motrices et une 4 roues motrices que j'essaye aujourd'hui. Alors la 2 roues motrices, c'est 204 chevaux. Et la 4 roues motrices, c'est 218 chevaux pour 336 Nm de couple. Transmission automatique avec une boîte de vitesse monorapport. On a un moteur sur l'essieu avant et un moteur sur l'essieu arrière qu'on ne voit pas, forcément. Les performances sont plutôt correctes. 0 à 100 km/h, 6,9 secondes.
Et vitesse max 160 km/h. De toute façon, bon, on est en France, hein, vous connaissez les limitations de vitesse et nos magnifiques radars. Ça ne sert pas à grand chose d'avoir des vitesses max plus élevées que ça. Au niveau de son autonomie, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors il y a certains constructeurs, je vous en parle souvent dans les essais de voitures électriques, qui annoncent des autonomies qui sont rarement les autonomies réelles. Là, pour le coup, on s'en approche de manière assez significative, puisque la 2 roues motrices, elle est annoncée à 503 km d'autonomie, quand la 4 roues motrices, elle, est annoncée à 461 km. Alors, sur la 4 roues motrices, moi, ce matin, j'ai remarqué une consommation qui me permettrait de faire aller entre 360 et 400 km en conduite normale, sans me mettre nécessairement dans une éco-conduite adaptée à une très grande autonomie. Donc, on est proche des valeurs constructeurs, des valeurs WLTP. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour elle parce que j'ai récemment essayé une marque concurrente et l'autonomie annoncée, l'autonomie réelle connaissait un écart qui allait du simple au double. Et je trouve que pour les futurs consommateurs, vous savez, c'est comme quand on achète une voiture thermique, on vous annonce qu'elle va faire 5 litres au 100 et en fait, dans les faits, vous faites 8 à 9 litres. C'est jamais agréable pour le futur propriétaire. Mais là, pour le coup, vous verrez, pour ceux qui veulent essayer le véhicule, d'ailleurs je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés, comme ça avant d'acheter, c'est toujours bien de pouvoir essayer ce genre de voiture et justement de se rendre compte de la consommation d'électricité pour un véhicule de cette puissance. Donc plutôt une bonne nouvelle sur l'autonomie. Sur son prix, 55 000 € pour la version 2 roues motrices et celle que j'essaye, c'est 58 000 €. Et avec le gris platine, ce sera 58 700 €. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. J'ai réglé le siège avant pour ma taille. Il y a énormément de place, même pour une personne de 1,95 m, 2 m. Je pense qu'elle pourra facilement s'installer. Très bonne garde-toit, vous pouvez le constater. Hein. Moi, je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Il n'y a que mes cheveux fous qui frôlent le ciel de toit, qui est anthracite. Pas de toit ouvrant panoramique, ou pas de toit panoramique, même en option, qui sont proposés, il faut le savoir. Mais on a un espace qui est considérable. Même au niveau des coudes, vous savez, souvent, des voitures, elles vont vous proposer de la place au niveau des genoux et de la garde-toit, mais au niveau des coudes, vous êtes un petit peu engoncé. Et là, ce n'est pas le cas. On peut facilement s'installer. Alors, ce sera super pour les personnes à droite et à gauche, forcément un petit peu moins bien pour la personne au centre, mais la personne au centre pourra quand même installer ses jambes puisque le tunnel central est quasi inexistant. Vous avez un plancher quasi plat. Ça, c'est plutôt bien vu. 2 bus d'aération orientables, 2 prises USB sont aussi disponibles. Mon seul petit bémol, je trouve cette partie un petit peu trop massive. C'est dommage. Poches aumônières sont présentes pour les rangements. À noter que l'assise est très confortable. Alors je m'étais plaint, je prends toujours le modèle Y parce que vous allez me poser la question, donc au moins j'anticipe. Modèle Y, les sièges avant étaient confortables, mais vous vous rappelez de mon commentaire sur la banquette arrière qui est extrêmement dure. Et là pour le coup, le BZ4X lui met une énorme claque en termes de confort, il faut le reconnaître. On a du cuir synthétique qui est mêlé avec du tissu, accoudoir central, lui aussi en cuir synthétique avec 2 portes gobelets. On a une banquette arrière rabattable en 60-40. Je dirais qu'à l'arrière, pour le coup, 2 personnes de 1,95 m pourront facilement s'installer dans un confort très appréciable. Les contreportes sont bien finies, on est chez Toyota, avec ce noir laqué sur le milieu de la contreporte. On retrouve du cuir synthétique au milieu de la contreporte, des plastiques moussés. Vous avez sur le bas en revanche du plastique dur, mais ça c'est plutôt normal pour la catégorie de véhicules. Bah, sur le confort, je vous avoue, moi c'est là où j'ai été impressionné sur l'habitacle dans la partie arrière. On va voir si à l'avant c'est la même chose. Sur les contreportes à l'avant, on retrouve la même qualité de finition et d'assemblage. C'est assez simple, comme toujours chez Toyota, mais la qualité de finition est vraiment au rendez-vous. Ça, c'est appréciable. Système audio de série ici, haut-parleur. On a des seuils de porte qui sont badgés BZ4X, en pédalier noir qui est simple. Tapis de sol de série, badgé là aussi BZ4X. Et à gauche de l'habitacle, juste ici, on a les feux de route automatiques et l'ouverture électrique du haillon. Sur les sièges, réglage électrique du siège sur 8 positions pour le conducteur, réglage manuel sur 6 positions pour le passager. Il faut savoir que les sièges avant sont chauffants de série. Au niveau du confort, donc je vous ai dit, hein, j'ai réglé le siège avant pour ma taille.
on retrouve un confort qui est excellent, comme à l'arrière. Alors, ça paraît anodin, je vous assure, pour quelqu'un qui roule mais même 10 000 km par an ou 15 000 km par an, avoir un confort d'assise de qualité à l'avant mais aussi à l'arrière du véhicule, ça peut faire pencher au moment de signer le chèque un futur acheteur, je vous assure. Ben là, pour le coup, vous pouvez le constater, hein, on a des sièges qui sont très peu marqués sur les flancs. Donc, contrairement à des sièges baquets trop typés sportifs qui vous créent une sorte d'engoncement, là, vous ne ressentez pas ça. Moi, je suis un petit peu corpulent. Au niveau du dossier, c'est la même chose. On a un dossier qui est très peu marqué sur les flancs. Donc, on ne sent pas les épaules revenir en avant. Je crois que dans sa catégorie, sans trop m'avancer, j'en ai essayé beaucoup, sur le confort d'assise, je crois que c'est l'un des meilleurs. Dites-moi en commentaire si ceux qui ont eu la chance d'essayer le BZ4X ont ressenti ce même feeling. Mais je pense que ça va être un des grands atouts par rapport à la concurrence. Volant multifonction, 3 branches, réglable manuellement en hauteur et en profondeur. Assez massif, je dois avouer. Mais j'aime pas trop le centre, mais la prise en main, la jante du volant, si vous préférez, est hyper agréable à prendre en main. On a des petites surpiqûres croisées à l'intérieur. À droite, on retrouve les aides à la conduite, le changement de playlist et aussi les modes audio. Et sur la gauche, le téléphone, la commande vocale. Vous pourrez aussi naviguer dans votre écran d'instrumentation. C'est combiné d'instrumentation avec vision tête haute, qui fait 7 pouces, entièrement numérique de série. Pratique car ça permet d'avoir un bon champ de vision, j'avoue. Et surtout, ça vous permet de garder les yeux sur la route. Ça, c'est vrai. Au début, quand je suis rentré dans le véhicule, je me suis dit que ça allait être gênant. Et en fait, l'air de rien, ça vous fait comme un affichage tête haute. Tellement il est placé haut dans l'habitacle. On a aussi le système Toyota T-Mate, donc T-Mate en français, qui comprend la dernière génération de Toyota Safety Sense. Donc vous avez l'aide au maintien dans la voie, le régulateur adaptatif intelligent, le système pré-collision avec la détection des véhicules piétons et cyclistes, de jour comme de nuit, la lecture des panneaux de signalisation, grâce à la caméra que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi l'aide aux manœuvres d'évitement d'urgence. Bon, niveau technologie d'aide à la conduite, vous êtes servi. Et il y a aussi l'application Mighty qui permet de contrôler son véhicule à distance. Donc vous avez verrouillage, déverrouillage, la climatisation, le chauffage des sièges et vous pourrez aussi localiser votre véhicule. Pas de boîte à gants. En fait, le rangement à l'avant de l'habitacle, il se fait surtout sous la console centrale flottante. Un rangement qui est assez considérable d'ailleurs. On a un garnissage de la planche de bord de série en tissu premium noir. L'écran d'infodivertissement tactile Toyota Smart Connect qui fait 12,3 pouces, qui est assez réactif d'ailleurs. J'ai apprécié naviguer dans l'écran. Ça, c'est plutôt bien. Il intègre la navigation avec le trafic en temps réel, l'Apple CarPlay, l'Android Auto et un assistant vocal qui est de dernière génération. Et ça vous permet de contrôler la plupart des fonctionnalités du véhicule, donc les fenêtres, la clim, etc. Il y a une caméra à 360 degrés qui est de série. Il faudra l'activer de cette manière avec la commande View sur la console centrale. Les boutons pour le volume, plus le réglage de la climatisation et siège chauffant sont juste en dessous de cet écran d'instrumentation avec 2 bus d'aération qui sont orientables. La commande Power pour mettre en route votre moteur électrique. Le sélecteur de vitesse, il est au centre. Donc pour enclencher, vous devez enfoncer et ensuite tourner de cette manière. Et là, vous serez en drive ou sinon, à gauche, vous serez en marche arrière. Là, je vais me remettre en parking. On a un rangement juste ici qui cache le chargeur à induction. Je trouve ça plutôt classe pour un chargeur à induction avec une prise USB. Et ici, un accoudoir qui cache lui aussi un double porte-gobelet et un rangement assez considérable juste ici. La planche de bord est assez minimaliste, mais je trouve que les commandes d'action tombent très bien sous la main. Passons maintenant à l'essai routier. Première chose dont je souhaitais vous parler, ce sont ces suspensions. Ça, c'est un vrai sujet sur les voitures électriques, vous le savez, tout simplement à cause de leur masse, souvent qui dépassent les 2 tonnes. Bon, là, sur la version 2 roues motrices, on est juste en dessous des 2000 kg. Et avec la 4 roues motrices que j'essaye, là, en revanche, on dépasse à peine les 2 tonnes à vide sur la balance. Alors, sur celle-ci, heureusement, on a des bonnes suspensions.
parce que vous êtes obligé de raffermir les suspensions pour supporter la masse du véhicule. Et souvent, sur pas mal de voitures électriques, la suspension est un petit peu trop ferme et on sent beaucoup plus facilement les aspérités de la chaussée et les défauts de la route sur laquelle on est en train d'évoluer. Là, on a un schéma qui est assez classique. Sur l'avant, on a des suspensions de type McPherson et une double triangulation sur l'arrière. Et je dois avouer, même sur des petites routes départementales comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer, on a une très bonne absorption des aspérités et des défauts de la chaussée. Et ça, c'est appréciable. Ce n'est pas le cas d'ailleurs chez tous ses concurrents. S'ajoute à cela une très bonne répartition des masses, puisqu'on a les batteries qui sont dans le plancher du véhicule. Donc forcément, là aussi, dès que vous commencez à hausser le rythme, vous n'avez pas une prise de roulis exagérée, on n'a pas des mouvements de caisse intempestifs et désagréables. La voiture reste agile pour sa masse. Je précise bien. Option qu'on retrouve souvent sur les voitures électriques, c'est le freinage régénératif. Alors sur le BZ4X, vous l'activez avec une commande qui est située à gauche de la commande de sélection des vitesses. Vous appuyez et en fait, dès que vous allez lever le pied de l'accélérateur, le véhicule va freiner jusqu'à une vitesse de 6 km/h. Et bien sûr, si vous voulez arrêter le véhicule jusqu'à l'arrêt total, il faudra appuyer sur votre frein. Là, regardez, j'ai tout lâché. La voiture, elle continue. Et si j'ai vraiment envie de l'arrêter, j'appuie sur mon frein. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'un ralentissement parce qu'il y a un obstacle qui se présente devant vous, il faudra appliquer une pression sur la pédale de freinage. Vous vous en doutez. Alors, moi, je vous en ai déjà parlé de ça. Le freinage régénératif à la conduite, je trouve ça un petit peu désagréable de n'avoir à appuyer que sur l'accélérateur. Mais là, pour le coup, vous pourrez augmenter votre autonomie de manière importante, puisque à chaque fois que vous allez lever le pied de l'accélérateur, le freinage régénératif va permettre d'augmenter la capacité de recharge de la batterie. Donc en gros, vous allez augmenter votre autonomie comme je vous l'indiquais à l'instant. Alors, vous pouvez le désactiver de manière assez simple, en rappuyant sur le bouton, et là, vous aurez une conduite beaucoup plus douce, et avec surtout ce mode de roue libre qui est similaire à celui qu'on retrouve dans une voiture thermique. L'insonorisation est assez agréable dans la voiture, parce que vous avez, bien sûr, comme dans toutes les voitures électriques, des isolants qui sont de meilleure qualité que dans une voiture thermique. Et c'est vrai, comme il n'y a pas de bruit de moteur, on est beaucoup plus attentif au moindre bruit d'aéro, au moindre bruit de roulement qu'on pourrait avoir. Là, c'est le cas dans le BZ4X. Si je le compare à une voiture hybride, par exemple, quand vous êtes à vitesse stabilisée à 70 km/h, on sent beaucoup moins de bruit parasite que dans une voiture thermique traditionnelle. Et c'est assez agréable pour le conducteur, mais aussi pour les passagers dans le véhicule. Plusieurs modes de conduite vous sont proposés. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez simple. Là, on n'est pas dans une voiture avec 6 ou 7 modes de conduite. Là, vous avez le mode éco, avec la commande qui est à droite du levier de vitesse. Donc le mode éco, comme son nom l'indique, vous permettra d'augmenter l'autonomie du véhicule. Donc si vous voulez vraiment jouer le jeu de l'éco-conduite, vous appuierez sur le bouton éco-mode et aussi sur le freinage régénératif. Et là au moins, vous pourrez optimiser votre autonomie. Et sinon, vous serez en mode normal. Moi, j'étais en mode normal la plupart du temps. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous ferez entre 360 et 400 km sans aucun souci avec cette voiture. Je n'ai pas testé sur autoroute, mais de ce que j'ai vu comme consommation, je pense sur autoroute, vous pourrez facilement tenir de 320 à 350 km en roulant à 130 km/h. Donc là aussi, on est sur une voiture, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est faite non pas que pour faire des trajets urbains et périurbains et des trajets quotidiens, mais aussi qui vous permettra de partir en vacances et de partir loin. Et ça, c'est un point important. On critique souvent les voitures électriques parce que, en effet, il y a moins d'autonomie que dans une voiture thermique, mais pour autant, aujourd'hui, vous avez un réseau de recharge, notamment avec le réseau Ionity, qui vous permet d'aller loin. Donc, il faut en profiter. Et je l'ai souvent dit, mais c'est pas non plus une montagne. Il faut effectivement préparer son voyage quand on va faire 900, 1000 km ou plus. Mais je vous assure qu'en Europe, vous n'êtes pas au milieu de la Namibie avec aucune station essence ou aucune borne de recharge. Là, vous pourrez vraiment faire des longues distances sans aucun souci pour partir en vacances. Après, il y a une différence par rapport à un trajet en thermique, c'est le temps.
vous allez mettre un petit peu plus de temps, mais moi je vous l'avais montré dans un essai Paris-Perpignan, donc j'avais fait 840 km en passant par le viaduc de Millau, la 71, la 75. Vous mettez allez, maximum 1 heure de plus. Mais ça, c'est si vraiment vous faites 3 arrêts. Là, c'est une voiture qui nécessitera, par exemple, pour traverser la France, de faire peut-être 3 recharges sur une borne Unity. De toute façon, les bornes de recharge, elles sont remplacées par une station essence pour un véhicule thermique. On s'y arrête. On fait rarement un trajet de 840 km d'une traite. Il y a aussi le X-Mode. Alors le X-Mode, vous ne pouvez pas l'enclencher lorsque vous roulez, par exemple, à 70 km/h. Là, je suis à l'arrêt. Et le X-Mode, c'est un mode tout-terrain qui vous permet d'évoluer sur la neige, la terre, la neige profonde et aussi la boue en optimisant le système de gestion de la traction du véhicule et de la motricité. Alors, c'est des systèmes qui, contrairement à ce qu'on pense, sont très efficaces puisque, pour le coup, ça marche vraiment. Alors, vous n'allez pas faire du tout-terrain extrême avec votre BZ4X, il ne faut pas exagérer, mais lorsque vous êtes dans la neige, quand vous avez un bon système de gestion de la motricité de votre véhicule et que vous avez bien sûr les bons pneus, ça vous permet vraiment de vous sortir de situations compliquées, mais surtout de continuer à évoluer en sécurité avec votre voiture. Donc c'est pas là que pour étayer une fiche technique déjà bien complète, mais je vous assure, c'est vraiment utile. Avec un BZ4X, on fera du chemin, on évoluera dans la neige et on ne fera pas du franchissement véritablement. Donc vous n'allez pas faire des croisements de ponts, vous n'allez pas faire des énormes descentes, des passages de guet, etc. Vous n'allez pas passer dans des cours d'eau, si vous préférez. Les 4 roues motrices, ça commence à être répandu depuis quelques années, notamment chez les Allemands, parce que ça apporte un gain de sécurité supplémentaire par rapport à une voiture qui n'a que 2 roues motrices, vous vous en doutez. Et surtout en termes d'agrément de conduite, je trouve que on a plus confiance dans la voiture, plus de sécurité, et donc on profite beaucoup plus du dynamisme du châssis du véhicule. Et dans le BZ4X, je vous avoue, même en 2 roues motrices, moi j'ai quand même l'habitude de conduire beaucoup de voitures, j'en aurais profité, mais ça ajoute quand même un petit gain de sécurité supplémentaire et on se prend au jeu assez facilement pour hausser le rythme avec le véhicule. D'ailleurs, les performances sont correctes parce que malgré la puissance qui, en apparence, n'est pas très élevée, je trouve que ça accélère bien. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, il n'y a pas de mode sport. Je vais accélérer à fond. Le 0 à 100 km/h, il est donné en 6,9 secondes. Donc, ça va vite. Ça va vite et ça va bien assez vite pour vous faire retirer votre permis de conduire. Mais surtout, ce qui est bien, c'est les reprises. Là, je suis à 80. Là, si j'accélère, regardez, je suis quand même collé au siège. On a un 80 à 120 km/h qui est assez véloce. Donc quand vous voulez doubler une voiture sur une route départementale, vous pourrez le faire en toute sécurité. Sur le freinage, ce que j'ai noté, alors on a un freinage qui est plutôt mordant, malgré le poids du véhicule, 2 tonnes à vide. Avec mon poids de dinosaure de 100 kg, forcément ça ajoute un quintal sur la balance. Je vais vous faire une petite démonstration. Je suis à 90 km/h. J'ai fait 90 km/h 0. Le freinage est assez mordant et surtout l'intervention de l'ABS est très optimisée. Ce qui fait que dès qu'il y a des pertes d'adhérence, aussi petites soient-elles, on sent vraiment un freinage qui est très équilibré. La voiture elle va ni à droite ni à gauche. Et là aussi, en termes de sécurité, ça vous apportera beaucoup de sérénité. Alors bien sûr, sur les performances, je vais conclure pour le comparer à ses concurrents dans quelques instants. On est en 2023 dans un marché automobile où les fiches techniques sont extrêmement importantes puisque elles apportent sans doute un côté très valorisant pour les futurs acheteurs. Moi, je vous avoue, quand on achète un BZ4X, c'est pas si important de savoir que la voiture peut faire le 0 à 100 en 6 secondes 9 ou en moins de 6 secondes 9. Ce qu'on recherche avant tout dans ce genre de voiture, c'est un agrément de conduite significatif et surtout du confort. Et je me plains souvent dans ce genre de voiture, et vous le savez, du confort des sièges. Je les trouve souvent trop durs. Je trouve les appuis-têtes, même à l'avant, trop fermes. Et là, pour le coup, ils sont plutôt moelleux. En tout cas, beaucoup plus moelleux que dans une Tesla. On ne peut pas le comparer à la Tesla. Et l'assise et le dossier des sièges
sont sans reproche, que ce soit à l'avant, mais aussi à l'arrière du véhicule. Alors après, on peut parler des tarifs, des performances, de la technologie. Vous pouvez vraiment parler d'énormément de sujets pour comparer les voitures électriques, mais il y a une chose qui met souvent tout le monde d'accord lorsqu'on est prêt à signer le chèque, c'est le confort. Et aussi bien sur les sièges que sur ses suspensions et aussi la douceur de conduite et l'insonorisation, le BZ4X marque beaucoup de points. Là, je vais vous faire un test sur la piste du domaine de Forest Hill à Montalet-le-Bois. Là, je suis en X-Mode, j'ai rien touché d'autre. Et là, on va voir si ça passe. Donc devant moi, il y a du sable, un petit peu humide, mais il y a quand même une bonne épaisseur. J'ai pas touché à la pression des pneus. Et on va voir si ça passe, j'espère, parce que là, en plus, on est filmé. Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Là, c'est un petit... Par contre, la fin, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Bon, il passe assez facilement. Il y a une bonne gestion de la motricité. Bon, là, en même temps, si vous le faites dans du sable très profond, il faudra dégonfler vos pneus. Mais là, sans toucher à la pression des pneus, on passe. On preuve que quand même, ces modes de conduite, ça sert à quelque chose. Là, je suis en mode X-Mode. Et on va voir si je peux monter cette petite pente. Sachant qu'il y a pas mal de cailloux, ça glisse un petit peu. Et vous pouvez le constater, ça monte. On va voir si le X-Mode fonctionne. Je garde bien mes roues droites. Ouais, il le fait facile. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Bah voilà, bah ça marche hein, finalement. Hein. C'est système électronique tout-terrain. Alors bien sûr, vous êtes limité par la garde au sol, mais on peut facilement déjouer pas mal de pièges qui nécessiteraient une optimisation de la motricité. Souvent, ces problèmes ne sont pas adressés par beaucoup de voitures parce qu'il y a un manque de technologie. Mais là, dans le BZ4X, vous pourrez vous aventurer dans des petits chemins sans stresser. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Toyota BZ4X. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, absence de boîte à gants. Dommage pour le rangement, heureusement qu'il y a un rangement en dessous de la console centrale flottante. Absence aussi en option d'un toit panoramique et même d'un simple toit ouvrant. Et puis un design dans l'habitacle, selon moi, un petit peu dépassé, surtout avec ce volant. Après les goûts et les couleurs de chacun, vous le savez, hein. Vous savez comment c'est. Mais moi, le volant, j'ai un petit peu de mal en 2023 de voir un volant comme ça dans une voiture qui, de l'extérieur, a quand même un design sympa. Parmi ses qualités, il y en a pas mal. Alors déjà, un équipement de série juste pléthorique, pour une fois qu'on n'a pas besoin de piocher sur des dizaines de lignes dans un catalogue d'options, c'est quand même à noter. On a un confort de l'assise des sièges, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qui le place clairement dans le haut du panier de sa catégorie. Très bon confort des suspensions avec une absorption des aspérités, des défauts de la chaussée qui sont à noter. Et pour finir, une autonomie, là aussi, à plus de 500 km pour la version 2 roues motrices, qui vous permettra de assez logiquement et facilement partir à l'autre bout de la France, de faire plusieurs centaines de kilomètres et une bonne capacité de recharge en plus à 150 kW. Est-ce que pour autant, ça permet à ce nouveau Toyota BZ4X de se hisser à la première place du podium dans la catégorie des SUV 100% électriques? Alors, il y a une concurrence juste hallucinante, hein, vous le savez. Déjà au niveau du design. Alors sur l'extérieur, moi j'aime beaucoup l'avant. La partie latérale du véhicule est réussie, il faut le reconnaître. Il y a des lignes qui sont assez équilibrées, un design racé, épuré, bestial, sportif, c'est réussi. L'arrière, j'aime un petit peu moins le bas de bouclier, mais il a un extérieur qui est réussi visuellement et esthétiquement. L'intérieur, en revanche, bon là, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, j'ai un peu plus de mal. Vraiment, c'est surtout le volant, moi, qui me bloque. Je pense qu'avec un nouveau volant, ça pourrait apporter une bouffée d'air assez significative lorsqu'on rentre dans ce véhicule. Si je le compare à ses concurrents, sur l'extérieur, moi, je le place plutôt bien. Je le trouve plus joli qu'un Tesla Model Y, par exemple. Mais il n'est pas sur la première marche du podium. Il y a le Kia EV6 ou encore le Hyundai Ioniq 5 que je trouve un peu plus attirant. Sur sa puissance, alors il a 204 chevaux en 2 roues motrices,
un peu plus avec la version 4 roues motrices que j'ai essayé. Si je le compare à ses concurrents, l'ID4, c'est 148 chevaux seulement. Le Kia EV6, c'est 170 chevaux. Le Skoda Enyaq coupé, 179 chevaux. Mais c'est pareil en puissance que le Q4 e-tron Sportback qui a 204 chevaux. Mais c'est moins que le Nissan Ariya qui a 218 chevaux. Donc presque autant que la version 4 roues motrices du BZ4X. Le Hyundai Ioniq 5, il a 229 chevaux. Le MG Marvel R, 288 chevaux quand même. Le Tesla Model Y, lui, il a un peu plus de 300 chevaux. Alors, difficile de trouver le chiffre exact. Hein. Vous savez, chez Tesla, ils ne communiquent pas sur les puissances de leur moteur électrique. Et on a le VinFast VF8 qui, lui, a 353 chevaux, qui est le plus puissant de sa catégorie. Pas forcément le plus rapide, mais en tout cas le plus puissant. Donc il est dans le milieu de fourchette en termes de puissance. Ça ne l'empêche pas d'avoir un bon agrément de conduite et des reprises et accélérations qui sont plus que franches. Mais ce n'est pas le plus rapide. Ensuite, sur son prix. Alors sur son prix, en prix de départ, c'est l'un des plus chers. Avec le Audi Q4 e-tron Sportback, 55 000 €. Ils sont tous moins chers. Mais il y a une chose très importante à prendre en considération, c'est que déjà, vous avez un équipement de série qui est pléthorique. Il n'y a pas d'option à ajouter. Dans celui que je vous présente, il n'y a aucune option si ce n'est l'ajout de la peinture métallisée. C'est tout. Sinon, tout est de série. Et vous avez 503 km d'autonomie de base. Donc là aussi, en autonomie, pour avoir pareil, chez ses concurrents, il faudra prendre les plus grosses motorisations. Et pour avoir le même niveau d'équipement, il faudra piocher dans le catalogue d'options. Et donc là, systématiquement, chez tous ces concurrents, vous allez dépasser les 55 000 €, sauf pour le Tesla Model Y qui, lui, restera moins cher. Donc, est-ce qu'il a des chances pour se hisser à la première place? Alors, ce qu'il faut retenir pour le comparer correctement à ses concurrents, c'est que c'est le plus cher en prix de départ. Ça, c'est clair. Si vous voulez avoir le même niveau d'équipement et la même autonomie, là, en revanche, il se positionne très bien. Il y aura juste le Tesla Model Y qui va lui faire de l'ombre, mais en termes d'agrément de conduite, de confort des suspensions et de confort des sièges, il met une claque au Tesla Model Y. En performance, c'est pas le plus rapide, c'est pas lui qui a la meilleure vitesse de pointe, c'est pas lui qui a les meilleures accélérations et reprises, mais elles sont plus que suffisantes pour sa philosophie, c'est-à-dire une philosophie de véhicule familial. Mais si vous voulez vraiment chercher de la performance, il faudra sans doute aller voir certains de ses concurrents. Est-ce qu'il va se hisser à la première marche du podium? Alors, je pense que ça va être difficile avec la présence de Tesla qui est tellement agressif sur les prix qu'aujourd'hui, les gens préfèrent aller vers Tesla, souvent par souci d'économie, que prendre un véhicule confortable avec un bon agrément de conduite comme le BZ4X. Donc, la première place va être, selon moi, compliquée. On verra si je me trompe dans les prochains mois, mais je ne pense pas. Va être, selon moi, compliquée. En revanche, qu'il soit la deuxième ou troisième place de son segment, je pense qu'il en a clairement les qualités, que ce soit pour son confort de roulage, son agrément de conduite, son insonorisation, son autonomie, et surtout, il y a une chose qui est plus qu'importante, c'est que vous pouvez avoir une garantie jusqu'à 1 million de kilomètres et 10 ans, et ça, sur ce genre d'éléments, je pense qu'il y a un seul constructeur sur la planète qui peut se permettre de proposer une telle garantie, c'est Toyota. Aucun de ses concurrents n'osera proposer une meilleure garantie. Ça, c'est clair. Donc on verra dans les prochains mois si j'ai raison ou si je me suis complètement trompé, mais je pense que vous verrez, il a des chances de faire podium en 2023, que ce soit en France mais aussi dans le reste de l'Europe. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez que Tesla Model Y va finir premier et que BZ4X peut finir en deuxième et troisième place de son segment. Je serai très curieux d'avoir vos avis en commentaire de cette vidéo. Sur YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. Foncez vous abonner. On est presque 1 million sur YouTube, plus que 600 000 et ce sera bon. Et abonnez-vous à mes comptes TikTok et Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!